RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Comme chaque week-end, toute l'actualité high-tech, c'est De quoi je me mail. Sur RMC le dimanche matin de 6h à 7h. En podcast audio dès le vendredi soir sur rmc.fr et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Merci d'être là. Au menu de ce De quoi je me mail, tout à l'heure, à quelques jours de Noël, eh bien, nous allons vous aider à choisir votre télé avec un vrai spécialiste. Pascal Petitpas, qui est un expert dans le domaine, nous expliquera un peu toutes les technologies aujourd'hui en matière de télé, la connectivité sur la télé qui est importante, et puis la taille des télés, enfin bref, toutes les innovations qui tournent autour de votre prochain téléviseur que vous allez peut-être choisir pour les fêtes de fin d'année, donc ça tombe bien, ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle qu'avec le hashtag DQJMM sur Twitter, vous pouvez réagir au contenu de cette émission, et vous avez bien sûr la page Facebook de quoi je me mail, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, et merci d'être là. Bienvenue. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT avec Romain Le Tambour, Jean-Sébastien Zanqui qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Salut François, bonjour à tous. Le spécialiste de la tech, vous le savez, dans De quoi je me mêle, les journalistes à 01net.com, Jean-Sébastien, et puis Emmanuel Paquette à mes côtés aussi. Bonjour Emmanuel. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. On va ensemble décrypter l'actu de la semaine et on va commencer par cette annonce toute fraîche qui est tombée hier. Merci d'ailleurs aux équipes de Microsoft d'avoir fait cette annonce rien que pour qu'on puisse en parler très vite dans De quoi je me mêle. Merci beaucoup à eux. Ouais, c'est très sympa. On en sait un petit peu plus sur la nouvelle Xbox. Ouais, et comme tu disais, ils ont annoncé ça dans la nuit de donc jeudi à vendredi. Ouais. On sait voilà maintenant à quoi elle va ressembler. Ça fait longtemps qu'on se demandait. Et bien tout simplement, c'est un design très sobre qu'a choisi Microsoft, c'est-à-dire que c'est un parallélépipède, tout simplement, qui va pouvoir être mis de manière horizontale ou verticale. C'est vraiment ultra sobre, ultra épuré. De couleur noire, avec également... On dirait presque une enceinte, oui, pas une enceinte, mais un truc... Enfin, on dirait pas une console, quoi. Non, ou un NAS. Voilà, on dirait un NAS, on dirait une mini tour de PC, on pourrait le comparer à beaucoup de choses. On remarque quand même qu'il y a un lecteur optique, ça on se demandait s'il y avait un lecteur optique sur cette console. Il y a aussi une nouvelle manette. La nouvelle manette, c'est une manette qui a un bouton de partage rapide des captures d'écran, qui est vraiment dédié pour les réseaux sociaux. On va pouvoir partager avec ses amis toutes ces parties. La console a aussi été dévoilée en même temps que Hellblade 2, donc, qui est un nouveau jeu avec, comme vous le voyez, si vous nous regardez en image, assez bluffant au niveau graphique. Ça met en exergue toutes les capacités de la console qui sont manifestement beaucoup plus puissante que la Xbox One X, puisque Phil Spencer, le patron de la division Xbox de Microsoft, a annoncé qu'elle serait 4 fois plus puissante que la Xbox actuelle. Alors on ne sait pas trop les images là, si ce sont des cinématiques. Alors véritablement, c'est pas les cinématiques justement. C'est pas les cinématiques, c'est vraiment ce qu'on pourra avoir dans un jeu en temps réel. Exactement. Ah oui. Donc ça s'annonce forcément assez impressionnant. Et puis alors évidemment, il n'y a pas encore de prix pour cette Xbox donc Series X, mais on a une date de sortie qui sera Noël 2020, c'est-à-dire en même temps que la PlayStation 5 l'année prochaine. Donc ça va être clairement la bataille des titans pour les fêtes de fin d'année 2020. Là, ça va être violent, les amis. Oh, oui. D'un côté Sony et de l'autre côté Microsoft, ça va être chaud, bouillant. Là, c'est le face-à-face ultime entre les deux leaders du marché. On peut se demander d'ailleurs, Emmanuel et Jean-Sébastien, pourquoi ces deux géants du jeu vidéo lancent leur console en frontal en même temps. C'est assez étrange, non ? Parce qu'en fait, tu sais, on est toujours en point de vue économique sur la recherche de la base installée la plus rapide possible pour essayer après de draguer les éditeurs pour qu'ils puissent développer des jeux et amortir ces jeux auprès d'un maximum de gens. Donc il faut tirer le premier si possible, avoir une base installée la plus large possible très rapidement. Donc on est sur des gains de part de marché sur une nouvelle génération en essayant de conserver l'ancienne parce que l'ancienne continue à gérer de l'argent. Donc on a un début de console qui fait perdre de l'argent généralement aux fabricants au début et il faut amortir. Oui, après avec les royalties qu'on touche sur les jeux. Les anciennes. Donc, et l'idée, c'est encore une fois, de répandre très rapidement sa technologie. Et dans le même temps, celui qui a le moins intérêt à le faire aujourd'hui, c'est Sony, parce qu'ils ont une base installée sur la PlayStation 4 qui est extrêmement importante, qui leur apporte encore de l'argent. Donc, c'est eux qui ont tendance à vouloir ralentir, quand Microsoft a tout intérêt à accélérer. Oui, parce que c'est un peu l'outsider, finalement. Exactement. Ça l'a toujours été pour l'instant. Ils n'ont jamais réussi à prendre le lead sur aucune des générations. Ça a été soit Nintendo sur les précédentes, soit Sony sur cette génération
génération-là. Donc là, Microsoft a un coup à jouer et donc il faut qu'ils aillent très très vite pour le coup. Bon, on n'en sait pas beaucoup trop. Hein, non, encore, pas tout à fait. Voilà, effectivement, c'est pour l'instant du teasing, ça sort dans un an. Hein, donc, exactement. Et puis il est possible que ce soit là, ce que disait Yves Guillemot, la dernière, donc le PDG d'Ubisoft, la dernière génération de consoles. Selon lui, après ça, on va passer à du dématérialisé. Oui. Même si on voit qu'aujourd'hui, Google avec Stadia rencontre toujours des difficultés techniques. Donc on peut encore douter de ce genre de propos, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être une des dernières générations, si ce n'est la dernière génération de consoles. Ouais, c'est vrai que quand on est dans les, excuse-moi, mais quand on est dans les grandes villes, c'est facile de jouer en cloud gaming, mais quand on est à la campagne et qu'on a envie de se faire une partie de FIFA et qu'on n'a pas de connexion internet, une console de jeu aura toujours du sens. Il y a encore du boulot, mais c'est vrai qu'une génération de consoles, c'est 6, 7 ans, 8 ans parfois. C'est pas pour tout de suite. Voilà, les connexions vont se développer d'ici là. Voilà, en tout cas l'année 2020 ça s'annonce passionnante en matière de jeux vidéo, surtout la fin de l'année. On enchaîne avec le Mac Pro d'Apple. Dans Pro, il y a aussi une notion, on va dire, pécuniaire qui est assez impressionnante. Oui, hein, parce que est-ce que vous seriez prêt par exemple à mettre 63 000 € dans un ordinateur? Moi je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait quand même prévoir un peu, quoi. Voilà, faut prendre un petit crédit. On peut payer en plusieurs fois ou pas? Oui, c'est faisable, évidemment. Tant mieux. Je vous dis ça parce que c'est tout simplement le prix de la configuration ultime donc du Mac Pro d'Apple qui a été annoncé. Hein. Vous savez, c'est l'espèce de tour là qui ressemble à une sorte de râpe à fromage. Hein. Ça avait été très moqué sur les réseaux sociaux quand Apple l'avait montré. Ça a dû faire plaisir à Jonathan Ive. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'ancien Mac Pro, pas le précédent, mais celui d'avant, avait déjà été comparé par ça, qui avait un petit peu le même design. Déjà, il faut savoir que c'est un ordinateur qui coûte 6 500 € en prix de base, donc déjà absolument pas donné. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour multiplier son prix par 10? Alors, tout simplement, vous pouvez commencer par un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, ça coûte 30 000 €. Voilà. Rien que le processeur coûte 30 000 €. Ensuite, vous pouvez rajouter 1,5 TB de RAM, là aussi, ça coûte 30 000 €. 1,5 TB de moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il faudrait quand même prévoir un peu, quoi. Voilà, faut prendre un petit crédit. On peut payer en plusieurs fois ou pas? Oui, c'est faisable, évidemment. Tant mieux. Je vous dis ça parce que c'est tout simplement le prix de la configuration ultime donc du Mac Pro d'Apple qui a été annoncé. Hein. Vous savez, c'est l'espèce de tour là qui ressemble à une sorte de râpe à fromage. Hein. Ça avait été très moqué sur les réseaux sociaux quand Apple l'avait montré. Ça a dû faire plaisir à Jonathan Ive. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'ancien Mac Pro, pas le précédent, mais celui d'avant, avait déjà été comparé par ça, qui avait un petit peu le même design. Déjà, il faut savoir que c'est un ordinateur qui coûte 6 500 € en prix de base, donc déjà absolument pas donné. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour multiplier son prix par 10? Alors, tout simplement, vous pouvez commencer par un processeur Intel Xeon W à 28 cœurs, ça coûte 30 000 €. Voilà. Rien que le processeur coûte 30 000 €. Ensuite, vous pouvez rajouter 1,5 TB de RAM, là aussi, ça coûte 30 000 €. 1,5 TB de mémoire vive. Voilà, donc c'est assez réactif comme ordinateur. Ah oui, là, je pense que ça va. macOS est à l'aise. Oui, ça va, c'est tranquille, jusqu'à version 54, je pense. Alors pour les cartes graphiques, en plus, vous pouvez aussi craquer pour 2 AMD Pro Vega 2 Duo, ça coûte 12 900 €. Et puis ensuite, vous pouvez rajouter 4 Teraoctets de stockage. Alors ça, c'est cadeau, c'est 1 680 €. Ouais, ça c'est, on rigole. Et puis, alors à la fin, vous pouvez rajouter les petites roulettes qui se mettent sous les pieds du Mac, qui permettent de déplacer. Ça coûte quand même 480 € les petites roulettes. Alors j'ai regardé sur le site de Casto, on en trouve à 8 € les 4. Hein, donc voilà pour ouais, mais non, mais Jean-Sébastien, tu oui, alors rien. le design n'est pas tout à fait le même. Je suis d'accord. Et puis c'est des roulettes Apple, t'imagines? Oui, c'est sûr, elles sont designées par Jonathan Ive. Et ben voilà, c'est un peu sa dernière œuvre en plus, parce qu'il part d'Apple. Il part d'Apple. Ça y est, il est parti là. Donc alors évidemment, on se moque du prix, tout ça, mais c'est une configuration qui est forcément réservée aux professionnels. C'est des configurations qui servent notamment dans tout le domaine de la vidéo, du montage vidéo. Ça sert clairement sur les studios professionnels à Hollywood, par exemple. Et puis c'est rarement des ordinateurs qu'on achète à ce prix-là. C'est souvent des ordinateurs qu'on loue sur le long terme. On a du leasing sur ces machines-là. Donc voilà, c'est clairement pas quelque chose qui concerne les particuliers. Mais c'est toujours marrant de voir que ça peut coûter le prix donc d'une Tesla Model 3 ou d'un petit appartement aussi, parfois. Enfin, cela dit, comme il y a des roulettes, c'est un peu comme une Tesla. Hein, bien sûr, tout simplement. Un petit moteur électrique et puis on peut y aller. Quoi. Manuel, ça te donne envie, non? Ce qui est étrange, c'est vrai que là, c'est un peu un concept, c'est-à-dire on voit jusqu'où on peut pousser le maximum. Quand on voit aujourd'hui ce que fait par exemple IBM, c'est-à-dire ils sont en train de travailler sur l'ordinateur quantique ou Google, et là l'idée c'est de le mettre à disponibilité en location. Donc on passe plutôt sur un modèle avec de la puissance qu'on loue
plutôt qu'un achat Oui. massif comme Oui. ça qu'on peut garder chez soi, mais il va falloir un certain temps avant de l'amortir. Donc c'est vrai qu'on voit des modèles s'affronter, et en plus on est plutôt sur un ordinateur quantique d'un côté avec des puissances bien plus importantes que celles de ce Mac. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt de l'affichage. Si on cherche vraiment la puissance, il y a quand même bien mieux ailleurs, je pense, aujourd'hui. Oui, et puis là, c'était un peu amusant d'aller dans le comparateur, enfin, en tout cas, parce qu'on conçoit, en fait, Exactement, sur on mesure. prépare sa machine Ouais. sur mesure, et c'est vrai que là, c'était un peu pour s'amuser, quoi, Évidemment. en quelque sorte. On reste avec Apple, tiens, et alors vous le savez, on sera au CES de Las Vegas, ce grand rendez-vous qui débute l'année, et pour ce 7 janvier 2020, sur 01 TV, on sera tous les jours en direct pendant 1 heure pour vous faire vivre ce CES de Las Vegas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Apple sera présent. Oui, c'est la première fois depuis 28 ans qu'Apple est présent à Las Vegas, au CES. Alors c'est vraiment un étonnement parce qu'on sait qu'Apple, maintenant, ils misent plutôt sur leur propre keynote. C'est là où ils présentent leurs nouveaux produits. Mais malgré cette participation, il ne va pas falloir s'attendre à la présentation justement d'un nouvel Oui. iPhone, d'un nouveau MacBook. Non, c'est pas le genre d'Apple. Voilà, c'est pas tout à fait le genre. Apple vient ici pour parler de quoi? De vie privée, Ah, forcément. c'est leur truc. Voilà, c'est leur grand truc, la vie privée, la manière dont ils gèrent les données personnelles sur leurs appareils. Et en l'occurrence, c'est Jen Horvath, qui est la directrice de la vie privée au sein de la marque, qui vient de participer à une table ronde sur le sujet, justement, qui est organisée par le salon, par le CES. Et c'est marrant parce qu'elle sera justement en face d'un intervenant de chez Facebook. Alors, ça va être deux modèles vraiment très très différents qui vont s'affronter. Et on sait que voilà, leur approche de la vie privée est complètement différente. Facebook, évidemment, monnaie les données personnelles pour faire du ciblage publicitaire. Et puis Apple, évidemment, lui dit qu'il n'y a aucune donnée personnelle qui n'est dévoilée à qui que ce soit, même pas à eux, concernant leurs clients. Donc on a hâte de voir cette table ronde. Ça peut être très intéressant. Bien sûr, sur le fond. Ouais. Et alors, petite anecdote, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois qu'est venu Apple au CES? Qu'est-ce que Apple a présenté au CES, d'après vous? Tu disais, c'était il y a 28 Il y a ans 28 ans, Donc 28 ans, c'était quoi? C'était en 92. 92. Qu'est-ce qu'ils pouvaient présenter en T'avais 92? 15 ans. Oui, un peu plus, arrête. Qu'est-ce qu'ils ont pu présenter? Je sais pas. Moi, je dirais un Mac. Alors non, c'était pas Las Vegas, c'était à Chicago. Oui, puisque parce le qu'à l'époque, CES était à Chicago. Voilà. Chicago. Et c'était John Skelly qui était le PDG à l'époque. Il était venu présenter le Newton. Donc le Newton, vous savez, c'est l'assistant personnel Oui, qui était un gros bide. qui était un bid qui a resté quand même sur le marché pendant 5 ans, de 93 à 95, et qui a été arrêté évidemment en 98, de 93 à 98, et qui a arrêté en 98 quand Steve Jobs est revenu aux manettes. Il a dit non, ça c'est fini. Voilà, c'était la dernière expérience un peu malheureuse d'Apple au CES. Bon, on va voir. En tout cas, ça sera intéressant d'analyser un peu cette table ronde. Hein. Apple présent au CES. Alors, au-delà du clin d'œil, on voit, et d'ailleurs, je me souviens très bien l'année dernière, il y avait un immense écran Tout à fait. où Apple s'était acheté, je sais pas moi, une espèce d'énorme pub où il disait nous, notre vie privée, la vie privée, c'est hyper important, etc. Il soulignait en fait que Apple était très respectueux de la vie privée. Donc, c'est intéressant qu'un an après, ils reviennent sur c'est un argument marketing, la vie privée aujourd'hui pour Apple. Hein. Oui, exactement. Comme tu le disais, effectivement, il y avait cette grande campagne de pub qui était de dire ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone. Et manque de bol, 8 mois plus tard, donc au mois d'août, on apprenait que Siri envoyait les conversations et qui était espionné en fait par des humains de l'autre côté, et Apple a dû s'excuser. Donc c'est vrai que là, ils ont été pris un peu de revers, parce que d'un côté, ils disent on protège votre vie privée, de l'autre, avec le système Siri d'intelligence d'intelligence artificielle vocale, les requêtes partent dans le cloud, donc en l'occurrence chez Apple, et étaient écoutées par des humains. Donc Siri, en gros, ils ont dû s'excuser. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment protéger la vie privée, faut être très très clair là-dessus et ne pas laisser porter le flanc comme ça à la critique, parce que du coup Siri s'est retrouvé à côté de Facebook et à côté de Google avec le Google Home qui lui aussi écoutait les discussions à la maison. Il se retrouvait accusé comme Google et Facebook. Donc bon, je pense qu'elle va avoir un peu de boulot sur sa table ronde pour expliquer un peu ce qui s'est passé et comment Apple va y remédier. D'ailleurs, dans la dernière mise à jour d'iOS, on peut désactiver cette fonction et ne plus envoyer les enregistrements, alors qui étaient anonymisés effectivement, mais il y avait beaucoup de témoignages disant que certains avaient entendu des conversations, par exemple d'un patient chez son médecin. Donc c'est quand même une confidentialité qui ne restait pas forcément sur l'iPhone. Tout ce qui était sur l'iPhone partait de l'iPhone. Enfin, peut-être qu'ils avaient oublié un mot sur sur la campagne il n'y a pas publicitaire. de place, il n'était pas
assez grand le panneau, donc voilà. Est-ce qu'on a des petites rumeurs tiens, puisqu'on est sur Apple là vite fait, j'ai l'impression que ça se profile un petit peu sur les prochains iPhones. Oui. On a parli de 5G, bon ça c'est acquis. Ils coûteront pas plus cher d'après ce que j'ai pu lire aussi. Non, effectivement, mais surtout il y a des 5G. rumeurs sur l'iPhone SE 2 Voilà. qui lui devrait sortir Bien avant. la première moitié de 2020 avec un nouveau rythme pour Apple qui sortirait maintenant 2 iPhones par an pour justement un peu lisser les revenus de l'iPhone sur l'année. Les autres constructeurs en fait. Tout simplement. Huawei a 2 moments clés pour sortir ses téléphones. De plus seulement occuper la place en fin d'année. Et effectivement, en fin d'année, les iPhones donc 2020 seraient 5G, n'auraient pas de surcoût manifestement, avec peut-être de nouvelles tailles d'écran, etc. Donc à voir, c'est dans presque un an aussi. Donc oui, on attend de et voir puis peut-être un nouvel iPhone, on va dire low cost dans quelques semaines. On enchaîne ce de quoi je me mêle maintenant avec TikTok. Alors une appli qui cartonne auprès des jeunes. Exactement. Et qui essaie de se diversifier et proposer d'autres services. Oui, parce que si vous avez un ado dans votre entourage, vous connaissez à mon avis forcément TikTok. Donc c'est un réseau social basé sur la musique. C'est assez marrant, on y crée des vidéos synchronisées sur les tubes, etc. Donc TikTok, en fait, c'est une application qui est éditée par une startup chinoise qui s'appelle ByteDance et qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. TikTok, ça a été téléchargé des centaines de millions de fois. Et donc ByteDance, ils sont en train de profiter un petit peu de ce succès pour lancer en fait maintenant son propre service de streaming qui veut concurrencer Spotify, Apple Music, Deezer en France, pourquoi pas. Et donc pour l'instant, TikTok teste ce service donc maintenant officiellement en Inde et en Indonésie. Donc c'est 2 pays où TikTok est hyper populaire. Ce service s'appelle Resso, RE2SO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment pas cher. C'est-à-dire que pour un mois d'abonnement, ça coûte 2,50 €. Donc évidemment, donc beaucoup moins cher que le prix standard qui est de 9,90 €. Voilà. Alors évidemment, c'est des prix qui sont dans ces pays qui ont des revenus beaucoup moins importants. Mais malgré tout, le Financial Times avait annoncé il y a quelques semaines que TikTok voulait lancer son service de streaming aussi dans les pays européens et aux États-Unis pour un prix beaucoup moins cher quand même que les 10 €, comme tu disais, habituels. Donc pour l'instant, malgré tout, TikTok est en train de gérer justement et de négocier les droits d'exploitation des catalogues avec les 3 majors, c'est Universal, Warner, Sony. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, c'est pas encore ici en Europe et aux États-Unis, mais évidemment, on voit que la marque est en train de tester ça dans les pays où il est très populaire, dans les pays émergents, pour voir justement ce que ça peut donner. Emmanuel. Oui, alors c'est pas foncièrement nouveau parce qu'il faut se rappeler que TikTok, pour sortir de ses frontières, avait racheté Musical.ly en 2016-2017, qui était une start-up américaine, qui elle-même avait déjà signé des accords avec les majors pour permettre justement aux adolescents qui voulaient chanter, reprendre des petits clips et refaire leur propre chorégraphie pour pouvoir avoir l'autorisation des ayants droit. Donc en fait, TikTok reprend un peu la base de Musical.ly et l'étend aujourd'hui en offrant un service de streaming assez classique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en Inde, c'est un marché très compliqué parce que l'Inde, en termes d'opérateurs télécoms, c'est un des pays où il y a le plus de concurrence au monde. On peut s'abonner pour quelques roupies par mois, c'est quasiment rien, et donc on peut pas mettre une application de streaming avec un prix plus élevé que le forfait. Donc ça impose de mettre des prix extrêmement agressifs. Par exemple, c'est pour ça que Netflix, qui s'est lancé en Inde, a un prix très agressif également. C'est qu'aujourd'hui, comme le disait Reed Hastings, le PDG, en gros, si on veut pas que le forfait qu'on offre de Netflix ou d'un Spotify ou d'un TikTok demain soit supérieur au forfait mobile, on est obligé de s'aligner. Et donc effectivement, c'est une stratégie compliquée et sur laquelle on gagne relativement peu d'argent, mais il y a beaucoup de monde. Donc c'est intéressant en termes de volume. Oui, voilà, c'est ça, c'est le volume encore Exactement. une fois. Alors pour l'instant d'ailleurs, on parle de volume. En fait, l'application est disponible depuis 6 mois. Il y a eu 0 promo et pour l'instant, il y a 27 000 utilisateurs. Donc c'est vraiment pas grand-chose parce que ça fait 1,6 milliard d'habitants, l'Inde et l'Indonésie combinés. Donc voilà, pour l'instant, on voit que c'est vraiment très peu, avec un catalogue qui est très restreint sur des labels indiens notamment. Parce qu'on peut imaginer que les labels ne seraient pas forcément d'accord à brader comme ça les droits, parce que effectivement, si on se retrouve avec des abonnements à quelques euros. Mais s'ils veulent capter ce marché, ils n'ont pas forcément le choix non plus. Puis ça dépend combien TikTok paye ce qu'on appelle en upfront, c'est-à-dire le droit d'utiliser les catalogues. On peut payer très très cher, donc ça assure un minimum garanti, ce qu'on appelle au label, et donc ça c'est de l'argent qui rentre tout de suite, peu importe le nombre d'utilisateurs en face. On parle de Twitter maintenant. Oui.
Jean-Sébastien. Twitter qui a un peu surpris tout le monde cette semaine. C'est Jack Dorsey qui a annoncé ça donc le patron de Twitter, qui a annoncé ça sur Twitter, évidemment. Il a dit qu'il mettait sur pied une équipe, en fait, pour travailler sur un protocole de communication ouvert à tous les médias sociaux. Donc, en fait, concrètement, c'est quoi ? C'est une technologie qui peut être utilisée par d'autres médias sociaux, hein. Un peu comme on utilise, par exemple, une application d'email utilise le protocole SMTP pour envoyer et recevoir ses emails. Ça fonctionne entre toutes les applications d'email, il n'y a aucun souci. Donc Twitter en fait deviendrait un simple client de ce protocole au même titre que d'autres réseaux sociaux. Donc ça serait très pratique en fait aussi pour Twitter parce que forcément ça permet de décharger un petit peu la gestion, les contraintes liées à toute la modération des contenus, parce que c'est un peu comme quand on a en fait un gestionnaire d'email, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons un petit peu un logiciel tiers. Voilà. Qui afficherait à la fois peut-être nos notifications Twitter, mais aussi pourquoi pas Facebook. Tout à fait. C'est ça. Et puis aussi, pourquoi pas, mettre ses propres règles de filtrage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de harcèlement en ligne, par exemple, et c'est les plateformes qui doivent gérer ça. Là, on pourrait mettre des règles de filtrage, un peu comme on met des règles de filtrage de spam, tout simplement, sur ses mails. Donc, alors, après, ce qui est intéressant, c'est que cette initiative a vraiment énervé. Alors, Mastodon, je ne sais pas si vous savez de Mastodon. C'est un réseau social qui s'est lancé en 2016. À l'époque, il avait été décrit justement comme un Twitter décentralisé, ouvert, etc. Et justement, le patron de Mastodon a dit cette semaine aux gens de Twitter, mais en fait, vous pouvez utiliser notre protocole si vous voulez. Et donc, alors, Twitter n'est pas forcément fermé à ça, en disant, bon, on va discuter, etc. Mais en tout cas, c'est une initiative vraiment très, très intéressante pour les réseaux sociaux qui transforme un peu les plateformes en utilisatrices de protocoles, ce qui est quand même très différent par rapport à la philosophie d'utilisation. Mais est-ce que Twitter ne va pas perdre un peu son âme avec ce système-là ? Parce qu'on peut imaginer qu'on pourra avoir des règles d'affichage de certains tweets, de certaines informations, alors que là, Twitter, on le voit, et moi je le vois, j'utilise comme nous tous Twitter, il nous push énormément de choses qu'on ne demande pas finalement. Donc c'est pas un peu risqué aussi ? C'est vrai que potentiellement ça peut aller contre leur modèle économique, donc ils vont faire en sorte que ça soit pas le cas. Puisque l'idée c'est quand même qu'on reste sur la plateforme, qu'on voit la publicité de la plateforme. C'est une plateforme qui vit de la publicité, notamment de la publicité ciblée, donc c'est compliqué de dire on va vous laisser partir chez Facebook ou ailleurs. Donc il peut y avoir effectivement des intérêts divergents. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette démarche, c'est que jusqu'à maintenant, alors c'est peut-être parce que c'est un vieux libertaire de l'internet qui parle, mais les protocoles étaient faits dans des organismes de protocoles, c'est-à-dire le W3C, l'IETF, qui se mettaient autour de la table avec tous les acteurs et en disant on va définir ce que sera le protocole de demain, charge à vous de le mettre en pratique ou pas. Les boîtes privées font ce qu'elles veulent après. Là, on inverse le processus, c'est-à-dire c'est des boîtes privées qui disent on va faire le protocole, on va essayer de rassembler autour de nous, que ce soit Facebook par exemple avec le Libra, que ce soit... En fait, ils essayent de prendre la place d'organismes qui normalement sont faits pour ça, qui sont des organismes qui ont une forme de puissance et surtout une forme de démocratie, puisque tout le monde est représenté dans son sein, et qui essaye de s'y substituer. Donc moi, je suis un peu gêné quand c'est poussé par une entreprise privée, qui plus est cotée en bourse, donc qui a des intérêts en jeu, des intérêts financiers, plutôt qu'un organisme tiers qui, lui, n'en a aucun, peut être influencé, il ne faut pas être naïf non plus, peut être influencé par certains de ses membres, mais moi, je préfère quand même que des standards et des protocoles émergent au W3C, l'IETF et d'autres types d'organismes comme ça, que ça vienne du privé. Mais voilà, ça c'est plus un souhait, une analyse, entre guillemets, d'une certaine façon. J'aime pas trop quand ça naît du privé. Mais ça a été un des reproches d'ailleurs du patron de Mastodon qui a dit exactement la même chose en disant n'oubliez pas que malgré ce protocole qui paraît beau sur le papier, effectivement Twitter est une boîte privée qui cherche à faire du profit, qui en fait c'est pas vous les clients c'est les annonceurs, vous êtes le produit et vous êtes vendu aux annonceurs justement, donc attention, méfiez-vous des beaux discours qu'il peut y avoir derrière cette image de façade. On termine avec la guerre Amérique-Chine, qui dure depuis des mois et des mois. Même si, je sais pas, il y a eu cette déclaration de Trump hier, je crois, qui a dit que qu'il allait essayer d'améliorer les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Mais malgré tout, on sent que la Chine a bien compris le message de Trump et veut se désolidariser
au maximum en fait et ne plus être dépendant des États-Unis. Ouais, effectivement, c'est un projet de loi par le gouvernement chinois où les marques étrangères donc n'auront plus le droit de citer dans les administrations chinoises. C'est-à-dire que la directive du gouvernement prévoit que tout le matériel étranger soit complètement échangé, sorti de ces organisations et de ces institutions, et devra être remplacé d'ici 3 ans par du matériel entièrement chinois. C'est une politique qui est surnommée 3-5-2, c'est-à-dire que 30% des machines seraient échangées en 2020, 50% en 2021 et les 20% restants en 2022. Donc c'est vraiment un chantier colossal, puisqu'il faut mettre en place vraiment une filière entière pour changer des dizaines de millions d'équipements, en partant du plus petit composant jusqu'au plus grand système applicatif. Si on prend un ordinateur par exemple, il y a forcément aujourd'hui dans un ordinateur qui est posté en Chine quelque part des composants américains. Forcément, oui. Et puis si c'est pas un composant américain, c'est du brevet américain. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose de très compliqué. En fait, ça découle d'une loi, c'était la loi sur la cybersécurité qui a été votée en 2017 en Chine et qui précise que toutes les infrastructures du pays doivent s'appuyer sur des technologies sécurisées et contrôlables. Donc en fait, c'est à partir de là que la Chine, c'est sur cette loi que la Chine s'appuie. Et effectivement, ça a été quelque chose qui a été accéléré avec la guerre qui est en ce moment entre Huawei et le gouvernement des États-Unis. Et les grands perdants sont forcément les marques américaines, HP, Dell, Microsoft, Intel, qui risquent de ne plus du tout équiper les organisations ou les institutions chinoises. Mais est-ce que technologiquement les Chinois sont prêts aujourd'hui à se substituer de toutes ces innovations étrangères ? C'est ça la question. Aujourd'hui, non, c'est sûr. Mais dans 3 ans ? Dans 3 ans, ça semble quand même assez court. Ça me paraît un peu court. Alors, il faut savoir quand même que le gouvernement chinois, enfin celui de Xi Jinping, a mis en place China 2025. Et l'idée, c'était que le gouvernement avait mis en place, dans certains secteurs d'activité, notamment la tech, une volonté d'indépendance d'ici 2025. Donc, c'était déjà inscrit dans le plan chinois, ce qui avait fait peur aux États-Unis à l'époque. Les États-Unis avaient dit « oulala, stop ». La Chine là, essaye de nous damer le pion dans plein de secteurs, pas que l'high-tech d'ailleurs, mais au-delà de ça, veut investir dans l'intelligence artificielle, être le leader mondial de l'intelligence artificielle, veut prendre le lead sur les processeurs, les microprocesseurs de demain. Donc l'idée, c'était de dire... les États-Unis ont dit stop, c'est pas possible, vous pouvez pas être aussi agressif. Et donc depuis un certain temps, la Chine avait parlait beaucoup moins du plan de China 2025, c'était beaucoup moins exposé. Et là, il revient d'une certaine façon sous une seule forme, puisque là on parle que de la tech, mais qui est de dire effectivement on va accélérer sur l'indépendance de tous les composants. Alors ça touche effectivement les États-Unis, comme disait Jean-Sébastien, mais pas seulement. Si on regarde par exemple ARM aujourd'hui, ARM c'était donc une société britannique qui est devenue maintenant japonaise, puisqu'elle a été rachetée par SoftBank, mais on a aussi Infineon en Allemagne, on a aussi ST Microelectronics en France et en Italie. Donc l'Europe aussi peut être touchée par ce genre de restrictions. Il n'y a pas que les États-Unis. Donc c'est avec vrai, des conséquences économiques catastrophiques. C'est ça. Et il y a un contrepoint, c'est-à-dire que les États-Unis sont suffisamment puissants pour répondre à la Chine, pas l'Europe. L'Europe aujourd'hui ne peut pas tout faire toute seule, c'est pas vrai. Donc elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les moyens financiers, elle n'a pas cette ambition-là non plus. Donc celui qui va jouer un peu le rôle d'arbitre entre la Chine et les États-Unis, c'est l'Europe. Est-ce qu'elle va s'équiper du côté chinois ou elle va s'occuper du côté américain ? Et quand elle le peut, sur certains domaines de souveraineté, conserver la main et continuer à faire des solutions soit made in France, soit made in Allemagne, voire dans l'idéal des solutions made in franco-allemandes. Allez, avec tous les atermoiements qu'on connaît dans le sujet des réseaux actuellement en France, et notamment en Europe, voilà, où un coup c'est Huawei, un coup c'est pas Huawei. On voit Trump qui a été visité Apple il y a pas longtemps, qui a demandé à Tim Cook de déployer de l'infrastructure réseau 5G, ce que fait pas Apple aujourd'hui. Bien sûr. Trump a dit vous avez la trésorerie, vous avez les moyens, allez-y. Tim Cook n'a pas répondu. Mais on voit qu'il y a une volonté aussi américaine de vouloir contrôler les réseaux d'infrastructures. Donc ce n'est pas seulement chinois. Messieurs, merci. Voilà pour l'actualité de la semaine. Merci Jean-Sébastien Zanqui de 01net et merci à Emmanuel Paquette, l'Express bien sûr. Ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant et on va parler de télé. Comment choisir sa télé en cette fin 2019 ? Pascal Petitpas va tout nous dire. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.